Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Creative Wargame, c'est Tourop et je vous propose une deuxième partie de la première vidéo dans laquelle je vous montrais sur la table de jeu tous les changements qui vont être opérés entre la V10 et la V11 de Warhammer 40 000. La veille, juste avant que j'enregistre cette vidéo, Warhammer nous a proposé un streaming, 3 parties de différents formats, une plutôt classique, une narrative et une ultra compétitive. Et ces parties ont été diffusées sur la chaîne YouTube de Warhammer et on y a découvert énormément de choses concernant la V11. On a probablement le corpus des règles et surtout l'ensemble des changements opérés sur l'édition disponibles dans ces vidéos. Je vais donc à travers celle-ci vous résumer tout ce qu'on a appris dans ce stream de plus de 10 heures. Allez, sans plus attendre, on va sur la table de jeu. Les amis, comme d'habitude, on est sur YouTube. Si le contenu vous plaît, pensez à mettre un like, pensez à commenter, pensez à partager, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez soutenir la chaîne, il vous suffit juste d'aller acheter vos figurines sur MyHobbyPlace, c'est moins 20%. Et pensez à créditer Creative Wargame à la fin de votre panier. Allez, on va sur la table de jeu. Big changement numéro 1, les amis, les lignes de vue. L'ensemble du jeu gagne la règle Towering. Alors Towering, c'est une règle qui s'appliquait exclusivement aux figurines titanesques en V10 et qui permettait, lorsque la figurine titanesque mettait un petit pied dans la zone de terrain, de voir à travers. En résumé, pour ceux qui ont un peu moins suivi notre édition du jeu, la V10 actuellement, qui est sur sa fin. Ici, cette zone est un occultant, et donc, tout simplement, si mon véhicule venait mettre juste son pied dans l'empreinte du décor, il ne voyait pas le s'étend qui était de l'autre côté de l'empreinte, tout simplement, puisque il fallait qu'il soit entièrement dans l'empreinte pour pouvoir tirer à travers. Et bien maintenant, c'est fini, ça c'est la grosse nouveauté. À partir du moment où je mets juste une petite orteil dans l'empreinte du décor, je vois à travers. C'est extrêmement impactant pour tout le jeu parce que ça va donner beaucoup plus de férocité aux phases de tir. Il va être beaucoup plus difficile de se cacher et pour le coup, c'est un des changements les plus monstrueux. Alors, j'ai l'impression de vous dire ça à chaque fois qu'il y a un changement, mais celui-ci est colossal. Hein. Le fait que maintenant, les unités de tir vont être beaucoup plus simples à opérer sur le champ de bataille. Le hasardous sera maintenant sur des jets de 1 et de 2 pour déterminer si vous prenez des blessures mortelles lorsque vous surchargez vos armes. Par exemple, il y a des armes qui sont hasardous sans surcharge, notamment certaines armes psychiques ou certaines habilités ou autres, peu importe. Mais bon, le bon exemple, ça reste quand même le plasma qu'on a l'habitude de voir surcharger. Et avant, en V10, quand vous surchargez votre arme, à la fin de l'activation, vous jetez un dé sur un 1. Vous preniez des blessures mortelles, maintenant ça sera sur un 1 et un 2, donc vous allez prendre plus de blessures mortelles. C'est un nerf de toutes les armes qui sont hasardeuses. Le débarquement change aussi, en V10, vous débarquez à 3 pouces du transport, comme bon vous semblez, et vous pouviez faire votre life. C'est fini, maintenant vous devez débarquer collé à votre véhicule, donc je vais devoir maintenant, quand je débarque, poser toutes mes figurines collées au véhicule, donc à la coque du véhicule ou au socle, selon le type de véhicule que c'est. Quoi qu'il en soit, c'est aussi un nerf relativement important pour les armées qui jouaient beaucoup sur le débarquement, parce que ça permettait de gagner beaucoup d'espace lors des débarquements, tout simplement. Là, c'est fini. C'est-à-dire que là, maintenant, quand vous allez débarquer dans cette V11, vous allez devoir, tant que vous pouvez le faire, coller vos unités sur le châssis. Avant, on aurait gratté un maximum de pas pour prendre le plus d'espace autour des 3 pouces, et on aurait fait plutôt quelque chose dans ce style-là. Toujours en considérant, enfin toujours en s'assurant que cette figurine est entièrement à 3 pouces de la coque. Ok, ça globalement c'est fini. Maintenant, il va falloir se tanker autour du véhicule. Et enfin, autre élément important sur les transports, le Deadly Demise, donc l'explosion qui a lieu si votre véhicule est détruit, elle est jetée après le débarquement. Donc les mecs qui débarquent vont pouvoir potentiellement, sont susceptibles de prendre des PV de l'explosion, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on faisait péter le véhicule, on mettait des BM autour et après on débarquait. Là maintenant, les mecs qui débarquent, ils vont prendre aussi des petites blessures mortelles dans la FIF. L'Overwatch a été complètement retravaillé puisque maintenant déjà il ne peut s'activer qu'à la fin de la phase de mouvement adverse. Donc je suis le joueur Necron, je déplace mes figurines. Je suis susceptible de me prendre un Overwatch sur mes spectres par le répulsor.
Cependant, si je suis visible au début de mon mouvement, mais je ne le suis plus à la fin, le répulsor ne peut plus m'overwatch, puisque le seul moment où l'overwatch active maintenant, c'est à la fin de la phase de mouvement adverse. Ça, c'est la première chose. L'overwatch n'a pas changé, c'est toujours sur du 6. En revanche, ce qui est important de préciser, on rappelle qu'on peut utiliser qu'un seul stratagème par phase et par unité. Je ne pourrais donc pas, alors là, c'est pas le cas sur la table de jeu, mais je ne pourrais pas, par exemple, faire une arrivée précipitée et un overwatch dans la même phase. Ça se faisait beaucoup, notamment chez les Thousand Sons, qui étaient capables d'arriver avec des rubriques marines et de cramer un peu tout ce qui passait quand on arrivait. Donc ça, c'est plus possible. Et surtout, le big move sur le tir en état d'alerte, le snap shooting, c'est que vous ne pouvez plus bénéficier de relance. Si mon adversaire avait mis son serment de l'instant sur cette unité, eh ben, le répulsor ici, à l'Overwatch, ne bénéficiera pas de la relance de touche. S'il a un bonus à la blesse, de la relance à la blesse, il peut en bénéficier. C'est que pas de relance de tir sur le tir en état d'alerte. Bad news pour la cohérence d'unité en V10. La cohérence d'unité, déjà, elle a deux, on va dire, possibilités. Celle où vous êtes dans une unité de 6 figurines et moins, celle où vous êtes dans une unité de 7 figurines et plus. Dans quel cas, si vous êtes 7 figurines et plus, chaque figurine doit être à cohésion en portée de cohésion de 2 figurines. C'est souvent que, du coup, sur les unités de 7 figurines, ce qu'on faisait, c'était un genre de petit triangle à l'avant de l'unité et un petit triangle au bout de l'unité, ce qui permettait d'avoir systématiquement ces deux figurines-là sont en cohérence d'unité avec celle-ci, donc là ça marche, et celles du centre ont systématiquement 2 figurines. Ok, ça c'était la V10, la V11 c'est terminé, il n'y a plus ce problème d'avoir 2 figurines, c'est qu'une seule figurine pour la portée d'engagement. En revanche, le move hallucinant, c'est que cette figurine-là ne peut pas être à plus de 9 pouces de cette figurine-là. Aucune figurine de l'unité dans le système de cohérence d'unité V11 ne peut être éloignée à plus de 9 pouces d'une autre figurine de son unité. Il va donc falloir rétrécir systématiquement vos laisses d'unité, hein, quel que soit d'ailleurs le nombre. Hein. Alors, à voir si il y a certaines mécaniques qui peuvent permettre de outrepasser ça, peut-être les gros blocs de 20 figurines, ça on ne le sait pas encore. En tout cas, on nous a bien démontré que la cohérence d'unité, à ce stade-là, vous êtes obligé d'avoir une figurine à 1 pouce d'une autre, donc ça c'est à 2 pouces, pardon, donc ça reste quelque chose de connu pour nous tous. En revanche, vous ne pouvez plus étendre 2 cordons d'unité, il faudra que les 2 figurines à l'extrémité de l'unité soient à 9 pouces à minima l'une de l'autre. Et c'est pas un wholly within, c'est pas entièrement, donc ça veut dire que il faut que le bout ici de ce socle soit à 9 pouces du bout ici de ce socle, donc ça veut dire que les socles pourront être à l'extérieur d'un sort de diamètre de 9 pouces. Autre changement un peu coquin aussi, c'est ce qu'on appelle le Fast Dice Rolling, donc les jets de dés rapides. Ça, c'est assez intéressant alors là, on va rentrer très rapidement dans un point de vue macro, même si je veux pas vous embêter avec ces choses-là qui sont très compétitives dans la manière de voir le jeu. Quand vous allez jeter vos jets de sauvegarde maintenant, même si vous avez des unités, des figurines avec des PV différents, avec des nombres, des valeurs de sauvegarde différentes, vous allez jeter tous vos dés en même temps, tous les jets de sauvegarde à faire, et vous allez attribuer à votre guise. C'est un avantage colossal pour les unités qui sont capables d'avoir des bodies différents dans la même unité. Parce que vous allez pouvoir dire, ok, ça c'est, sur cette figurine-là, j'ai une 4+1 vue, donc je mets la 4+1 vue sur cette figurine-là. Sur cette figurine-là, j'ai telle sauvegarde, donc je mets telle sauvegarde sur telle figurine-là, etc., etc. Alors là, l'exemple du cas le pack de spectre est un mauvais exemple parce que, de toute façon, c'est un personnage, donc on peut pas lui allouer de blessure, mais j'aurais pu y mettre 2 cryptocères, par exemple, qui eux n'ont pas d'invulnérable à 4, et je pourrais mettre les sauvegardes, disons, à 5+, sur les cryptocères, parce que mon adversaire me tire à P1-2, et les invulnérables à 4+, sur les spectres. Et ça, c'est un changement qui est vraiment à noter, parce que ça peut avoir un impact sur certains types d'unités. J'ai eu beaucoup de questions et de commentaires sur la règle cachée et la règle couvert dans ma vidéo précédente. Et d'ailleurs, j'attire votre attention, j'ai découvert du coup que dans ma vidéo, il y a une petite erreur. Je vais clarifier ça immédiatement. D'abord, pour ce qui concerne la règle cachée, il a bien été clarifié et c'est très très clair. Pour avoir le bonus de la règle cachée, vous n'avez pas besoin d'être entièrement dans l'empreinte. C'est-à-dire que mon unité ici a la règle cachée, il suffit juste de lécher la zone de terrain. Ok. En revanche, si cette figurine-là n'est pas dans la zone de terrain, mon unité n'a pas la règle cachée. Toutes les unités doivent être dans la zone de terrain, mais pas nécessairement entièrement. Toutes les figurines de l'unité, excusez-moi, que ce soit très clair. Donc là, ici j'ai Hayden, ok,
Et ici, j'ai pas hidden. Voilà, ça au moins, c'est très clair. Pour la règle hidden, clarification faite, il n'y a plus de questions à se poser. Pour la règle des covers, les amis, c'est une bonne nouvelle. Les véhicules et les monstres gagnent quand même le bonus du couvert, donc qui maintenant est à -1 à la capacité de tir de l'unité qui vous tire dessus. Ça, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Je vous disais en revanche dans la vidéo précédente que ce véhicule-là n'avait pas le cover si, par exemple, ce destroyer-là lui tirait dessus, puisque on nous avait juste laissé comprendre que le cover, c'était pour l'infanterie, les bêtes et les nuées. Eh bien, attention, c'est pas le cas. Hein. Le couvert pour l'infanterie, les bêtes et les nuées, c'est dès le moment que votre unité est dans la zone de terrain. Ok, donc c'est la même chose. C'est pas besoin d'être entièrement dans la zone de terrain. À partir du moment où vous êtes là, votre unité a le couvert. D'accord? Et il n'y a pas besoin de calculer de ligne de vue sur l'infanterie, les bêtes et les nuées. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'aller regarder est-ce que mon unité te voit entièrement, te voit pas entièrement, etc. etc. Ça n'a pas d'incidence dans la mesure où mon unité est dans la zone de terrain, elle a le cover si elle est bête, infanterie, nuée. Ok? Ça ne marche pas sur les véhicules. Donc mon véhicule, il a beau être dans l'empreinte du terrain, le terrain ne lui donne pas le couvert naturellement. En revanche, ce qui lui donne un couvert, c'est s'il n'est pas visible entièrement. Donc ça n'a finalement pas changé de la V10, ce qui veut dire que ici, vu qu'on est sur un occultant, que mon adversaire avec son destroyer ne voit pas à travers l'occultant, le véhicule est partiellement caché, il a donc le gain du couvert. Grosse frayeur pour beaucoup de monde sur la perte du couvert sur les véhicules. C'est très clair, vos véhicules continuent à avoir le couvert, qui sera maintenant plus un -1 à la sauvegarde, mais un -1 à la ballistic skill de votre adversaire. Et pour ça, il faudra juste vous assurer de ne pas être totalement visible. Alors, j'ai pas mis d'unité de tir indirect sur la table, mais le tir indirect change aussi. Maintenant, quand vous faites un tir indirect, déjà, vous outrepassez la règle cachée. Donc, le tir indirect peut cibler des unités qui sont à plus de 15 pouces, parce que sinon, vous vous doutiez que vous n'alliez jamais tirer avec vos unités en tir indirect. En revanche, ce qui change, c'est que quand vous tirez sur une cible en tir indirect, vous ne la touchez plus sur du 4+, mais vous la touchez sur du 6+, comme un tir en état d'alerte. Sauf si au moins une unité de votre armée voit l'unité en question, et là, ça redevient du 4+. En gros, si par exemple j'avais des tirs indirects depuis cette zone de terrain sur une unité cachée qui tient le home objectif de mon adversaire et que je ne le voyais pas, bah, je vais toucher sur du 6. Si j'arrive à placer une petite unité à moi pour prendre une ligne de vue sur cette unité, du coup, mon tir en état d'alerte va toucher sur du 4. Changement concernant les Battle Shock, le personnage qui est attaché à son unité garde du corps continue à considérer sa force d'origine comme celle de son unité. C'est-à-dire que si je me fais rincer tous les spectres et qu'il ne me reste plus que mon Technomancer, eh ben, il va faire des Battle Shock à toutes les phases de co jusqu'à la fin de la partie, puisque sa force de départ d'origine est considérée à 7 et il est en dessous de sa demi-force. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, à partir du moment où votre personnage se retrouvait esselé parce qu'il avait perdu son unité garde du corps, bah du coup, vous considériez son nombre de points de vie pour voir s'il était en dessous de sa demi-force ou non. Ça change. C'est un petit nerf pour les personnages qui vont du coup se retrouver un peu plus régulièrement à faire des Battle Shock tests. Encore un bonus pour les véhicules. Ça commence à faire beaucoup. Avant, quand je faisais ça avec mon véhicule, ça me coûtait 2 pouces. C'était le prix du pivot. C'est fini. Le prix des pivots disparaît du jeu et n'existe plus. Vous allez donc pouvoir pivoter librement vos véhicules sans perdre des pouces sur les mouvements. Ce qui est énorme, puisqu'on a vu que maintenant, en plus, les véhicules avec le mot-clé fly ou les monstres avec le mot-clé fly vont pouvoir traverser les ruines. Donc ça va permettre quand même beaucoup plus de mobilité aux véhicules sur la table de jeu. Concernant les décors, on nous explique que le jeu applique la règle solide. Bah, ça tombe bien puisque j'ai un exemple très concret ici. Les étages qui sont en dessous, qui sont au rez-de-chaussée et qui sont voilà en dessous des 3 pouces de haut, il n'y a jamais d'interstice dans les décors. Les fenêtres n'existent pas. Donc même si votre décor a des ouvertures, des portes, des fenêtres, ce que vous voulez, des impacts d'obus, etc., la règle solide s'applique sur les ruines et donc il n'y a jamais de lignes de vue qui peuvent être tracées au travers des fenêtres des étages du bas. Ce qui n'est pas le cas pour les étages de haut. Là, vous prenez les lignes de vue réelles. Alors ça, c'était déjà quelque chose qu'on appliquait sur notamment les layouts standards WTC, mais là maintenant, eh ben, écoutez, c'est officialisé par la règle solide, et donc bah, les étages du bas sont systématiquement encombrés au niveau des lignes de vue des fenêtres et des portes et des ouvertures. On parlait tout à l'heure des G2D rapides. Alors je vous rassure, lorsque vous utilisez la précision, vous allez annuler la mécanique de G2D rapide et vous allez forcer l'adversaire à mettre les sauvegardes où vous voulez. Ça ne change pas d'inquiétude. En ce qui concerne la table de jeu, on en a déjà parlé. Maintenant, les zones de terrain sont des objectifs.
On notera aussi que pour la composition de la table, vous avez la zone de déploiement et votre territoire, qui consiste à diviser la map en deux pour définir où est votre territoire. Voilà, donc il y a c'est intéressant au niveau des interactions avec les règles de primaire notamment et de secondaire. Donc ça, on rentre pas dans les détails maintenant, on fera cette vidéo plus tard. En revanche, ce qui est important de considérer, c'est que maintenant, vous avez un objectif d'extension et des objectifs centraux. Alors, les objectifs d'extension, si moi je me déploie là, mon extension est là. Si mon adversaire se déploie là, son extension est là. Ça n'a rien changé, sauf que maintenant, c'est officiel, puisqu'il y a des interactions aussi avec l'objectif d'extension adverse sur certains objectifs. Donc, c'est intéressant de comprendre la notion d'objectif d'extension, et elle est clarifiée, et elle apparaît maintenant officiellement dans les règles de Games Workshop. Et enfin, le bloc central, c'est l'objectif central. Vous noterez, et on l'a vu hier pendant le live, qu'il y a des objectifs centraux. Donc, on pouvait se poser la question de, mais attendez, pourquoi il y a plusieurs objectifs centraux alors qu'il n'y a qu'une bride au centre? Eh bien non, parce que au centre, finalement, c'est une zone de terrain, c'est 2 triangles qui sont récupérés. Alors moi, j'ai fait qu'un seul rectangle, mais il va falloir probablement que je les découpe. Quoi qu'il en soit, au centre, c'est les objectifs centraux. Donc ça peut être les 2 zones de terrain, ou ça peut être une seule zone de terrain. C'est voilà, mais c'est bien défini, parce qu'il y a des interactions particulières aux égards des règles. Il y a des petits changements aussi au niveau des secondaires, rien à voir avec la carte, c'était un leurre. Les secondaires, maintenant, vous tirez 2 cartes par tour, vous pouvez garder vos secondaires en main pour les achever au courant de la partie. Ça, c'est énorme. Fini les tirages de secondaires frustrants, décevants, qui vous font perdre des parties. Et surtout, vous pouvez marquer jusqu'à 15 points de secondaire par tour. C'est énorme, c'est colossal. On l'a vu dans la partie hier de Liam contre Richard Sigler. Le tour 3 de Liam, il score 26 points de victoire au tour 3, ce qui est globalement infaisable aujourd'hui en V10. Donc attention, le scoring, la manière de scorer le jeu va vraiment changer. Et ça, c'est très cool. Voilà, on a fait le tour de tous les changements sur la table de jeu. C'est quand même une vraie nouvelle édition à laquelle on va jouer. La méta va complètement être revisitée. Je vous invite d'ores et déjà à aller redécouvrir vos codex parce que beaucoup de choses changent. Il y a des unités qui étaient complètement inopérantes en V10 et qui vont être beaucoup plus intéressantes en V11. Je vais finir cette vidéo en vous partageant d'autres changements mais qui n'ont pas besoin d'être montrés sur la table. Alors évidemment, on l'a vu, les zones de terrain étant plus grandes, vous allez pouvoir très facilement faire des arrivées précipitées sur les objectifs. Le système d'intervention héroïque va permettre, un peu comme le font certains stratagèmes dans certaines armées, d'aller charger, moyennant 2 PC, des unités qui n'ont pas fait de charge autour de votre adversaire. La disparition du -1 à la sauvegarde sur le cover va complètement redonner de la vie aux unités de tir qui ont de la pénétration d'armure à -1. Aujourd'hui, les unités qui tirent avec de la PA -1 sont vraiment sous-évaluées. Là, elles vont avoir un regain de force dans cette édition. La frappe en profondeur se fait maintenant à 8 pouces, même si ça maintient une charge à 9. Ça veut aussi dire que vous allez pouvoir être à portée de fusion de vos armes Melta lorsque vous arrivez des frappes en profondeur. Le tank shock est maintenant possible pour les monstres, pas que les véhicules. Très cool pour les grosses créatures tyrannides. Et surtout, vous pouvez vous mettre des blessures mortelles aussi lors de votre jet du tank shock. Et globalement, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai quand même balancé un gros condensé d'informations. Je vais vous laisser tranquillement digérer tout ça. Et j'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine analyse V11 qui, je l'espère, sera tournée vers le système de scénario. Parce que honnêtement, on l'a vu dans la partie d'hier, c'est un système complexe, le système de primaire. Il y a énormément de lignes de scoring, ça interagit avec les différents types d'objectifs, ça aussi peut interagir avec la liste adverse. On l'a vu sur la partie de Liam contre Richard, les 2 joueurs ont des mécaniques d'action qui interagissent avec le scénario adverse. C'était assez intéressant à voir. Je vous invite à aller voir le restream que j'ai fait de cette partie en français. J'étais avec Delto, on a commenté cette game. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Je vous dis ciao, seigneur de guerre.